Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez mieux qu'hier. Hier, il y a eu une chasse aux liquidités qui a été assez impressionnante sur BTC et qui a entraîné une chasse aux liquidités sur les altcoins. Aussi sur Ether, qui a vraiment souffert. On va revenir sur l'origine de ce mouvement baissier qui a été ravalé depuis et vous faire prendre un petit peu de recul et justement, ça pourrait être des très bonnes nouvelles. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a eu vraiment un mouvement hier qui a été de la liquidité pure. Regardez-moi cette bougie, quand on regarde bien cette bougie de près, on comprend que le prix a ouvert à 94 500 et s'est fermé à 94 500. Entre-temps, on a juste eu de la volatilité. Mais quand on regarde la volatilité de la journée, tout court, c'est-à-dire journée par journée, on voit qu'on n'a pas bougé. Qui est la même typologie de volatilité qu'on a vu dans les bougies du 12 janvier et du 11 janvier. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien quand on sort de la vision daily. Par contre, quand on rentre dedans, en effet, il y a eu énormément de volatilité. On parle d'un mouvement qui, de l'ouverture jusqu'au plus bas, a fait moins 5,6%, où on est allé chasser des niveaux clés, les niveaux clés dont on avait parlé déjà à l'origine, qui était la liquidité qui se trouvait dans toute cette zone-là. La liquidité des 90 000 $, on voit qu'on est allé chasser. On est chasser très bas, on voit 89 242 $. Alors, maintenant, la question, ça va être pourquoi et qu'est-ce qui a été impacté. La première chose, c'est pourquoi. Il faut comprendre que quand on a une chasse à la liquidité comme ça, ce que l'on chasse, ce n'est pas les retail. Ce que l'on chasse là actuellement, c'est plutôt des grosses baleines. Et là, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types d'acteurs. Il y a les market makers, il y a les institutionnels, et il y a les petits institutionnels, il y a les très gros institutionnels, et on va avoir aussi tout ce qui est Binance, ou en fait globalement sex exchange centralisés qui ont besoin d'avoir la volatilité pour faire des frais. Et aller liquider des gens leur permet de récupérer un paquet de frais. Globalement, il y a plusieurs typologies d'acteurs, et juste penser que c'est les whales versus les retail, c'est totalement faux. Parce que les whales, les grosses whales, ont tendance à aller chasser les petites whales. Comprenez bien que quand on n'a pas forcément beaucoup de retail, et là il faut savoir que la chute que l'on a eue là depuis quelques jours a vraiment fait perdre beaucoup de retail qui étaient rentrés sur justement l'accélération haussière qu'on a connue en novembre et début décembre. Beaucoup de personnes sont entrées dans cette zone-là, et clairement, les 15 jours qui ont suivi les ont fait sortir instantanément, et on voit même dans mes commentaires, on les voit énormément, de personnes qui sont en train de lâcher, même des personnes qui sont là depuis quand même plusieurs mois, sont en train littéralement de lâcher position, et donc c'est-à-dire qu'on a vraiment cette phase de capitulation. Donc du coup, on n'a pas forcément beaucoup de retail. Par contre, on a un certain nombre d'institutionnels, de petits institutionnels, de grosses whales, de petites whales qui sont en train de se positionner, et qui se positionnent déjà depuis un certain temps dans ces rachats de mèches, c'est pas pour rien qu'on les voit, ces rachats de mèches, et justement, les grosses whales, ou les market makers, ou les échanges centralisés, peu importe en fait, sont allés liquider ces zones-là. Et ce sont des mouvements qui sont très forts, très puissants, on va nettoyer en fait les liquidités pour repartir. Ne pensez pas justement qu'on chasse que le retail, non, il y a vraiment une chasse aux petites whales et aux petits institutionnels. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le plus de volume. Un petit institutionnel va rentrer avec certainement des longues de 4, 5, 10 millions, une petite whale aussi, et justement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquidité à aller chercher là-dedans, plutôt qu'une série d'ordres, et c'est généralement ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, oui, sur BTC, mais pas que, parce que quand vous regardez les clusters de liquidation que l'on voit, beaucoup Ethereum, alors je vais vous expliquer pourquoi dans pas longtemps, et on voit beaucoup d'alcool. Pourquoi Ether? Pourquoi Ether s'est fait déglinguer comme ça? Pourquoi Ether est aussi, quand on a ces mouvements de liquidation, est aussi volatile et se fait autant liquider? Parce que Ethereum, c'est certainement le collatéral le plus utilisé à l'heure actuelle. Ethereum est en sous-performance par rapport à BTC, déjà depuis septembre 2022, depuis que globalement on est passé en mode de Proof of Work vers Proof of Stake, The Merge. Et donc, beaucoup de monde accumule de l'Ether. Alors oui, je sais, officiellement, tout le monde est en train de délester de l'Ether, mais la réalité, c'est que beaucoup de personnes ont de l'Ether, mais au lieu de le vendre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller le mettre en collatéral sur des plateformes style AAV, pour aller acheter justement des altcoins. Le problème, c'est que ce collatéral, ça coûte dans le temps. Plus on avance dans le temps, plus on a les frais qui s'incrémentent, et donc plus ça devient intenable. Et donc plus le prix de liquidation, qui était peut-être très bas au début, augmente petit à petit. Et quand c'est comme ça, on a une vague baissière très forte qui se fait, et on va commencer à liquider ceux qui n'ont pas pris le temps de gérer leur marge,
Et donc à ce moment-là, on a des cascades de liquidation avant d'être ravalées, et c'est systématiquement le cas avec Ethereum. Et ça, c'est quelque chose que l'on a vu beaucoup en 2021, et qu'on voit aussi beaucoup déjà depuis un certain temps au niveau de ce cycle où on voit que Ether, pareil, se fait liquider régulièrement, mais c'est plutôt logique et c'est plutôt normal parce que ça fait partie du cycle de liquidation que l'on a, et quand on comprend un petit peu comment Ether et quelle est la place d'Ether dans la finance décentralisée, étant donné que c'est le collatéral de la finance décentralisée, et que les gens attendent la performance d'Ethereum, bah forcément ils ne vendent pas, ils le placent en collatéral, et ils vont acheter d'autres altcoins. Quand on a un mouvement baissier, derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne n'a pas de liquidité, et ben il y a une liquidation, et on chute. Bref, tout ça pour vous dire que on est en train de liquider, on est en train de faire le nettoyage avant l'arrivée de Donald Trump. Là, clairement, on voit qu'on est vraiment dans des phases de manipulation en amont du 20 janvier. Je vous ai dit qu'on était à 7 jours. Donc là, on est vraiment dans une phase de nettoyage en préparation de l'arrivée et de l'investiture de Donald Trump. Surtout qu'on commence à parler qu'il y aurait certainement au premier jour des ordres qui seraient effectués sur la crypto, ou en tout cas la première semaine. On parle du fait qu'il retournerait tout de suite à la Maison Blanche pour signer un certain nombre de décrets exécutifs pour pouvoir passer, alors pas que la crypto, sur plein de choses, et donc du coup il y aurait des premières améliorations qui auraient lieu tout de suite. Moi ce qui m'intéresse, c'est que clairement, on va avoir déjà le départ du président de la SEC actuel, donc au revoir Gary Gensler, ça c'est sûr et certain, au revoir l'opération Chokepoint 2.0, et donc on devrait retourner sur quelque chose qui est plutôt clean et normal, avec ici un travail certainement sur un rapprochement des banques et de la crypto-monnaie. L'autre point qui est vraiment intéressant, c'est que on a le VC Mark Andreessen qui est beaucoup derrière l'équipe de Trump et qui est officiellement en train de les aider, mais clairement, lui, ce qu'il veut, c'est faire un véritable bull run, avoir une véritable alt season. On comprend bien le principe d'un VC. Le VC, c'est de rentrer très tôt dans des altcoins, dans des projets qui sont en train de se lancer, qui n'ont pas encore de token, et justement, il faut qu'il y ait une phase d'accélération pour qu'il y ait une libération des tokens et que derrière, ils soient rentables. Bon, c'est plutôt classique. Après, il y a d'autres choses à prendre en considération. Quand on a un VC qui est rentré très tôt, il peut très bien vendre une partie de son allocation en amont, avant même le lancement, et généralement, c'est racheté derrière par des plus petits VC ou des gros, des grosses whales, mais l'un dans l'autre, on a généralement une valorisation qui doit être obligatoire avant d'avoir ça, et donc là, clairement, on voit que lui, il a le même intérêt que nous, c'est avoir une altcoin season, avoir derrière une deuxième phase de bull run qui serait très forte, très portée, et justement, c'est pour ça qu'on parle d'avoir tout de suite un changement au niveau des règles crypto. On avance aussi toujours avec la différence entre les promesses et la réalité au niveau de Donald Trump sur, sa campagne, sur ce qui s'est passé. Est-ce que oui ou non, il y a des choses qui ne pourraient pas passer? Ce qui est intéressant, c'est que sûr et certain, c'est que le président de la SEC va partir, parce que déjà, de base, il a dit qu'il partirait, qu'il démissionnerait dès que Donald Trump serait investi à son poste de président des USA, et on sait déjà que Donald Trump a élu, en tout cas a pour tête d'élire un pro-crypto à la SEC. Ok, il est aussi à la tête d'élire un pro-crypto à la CFTC et de donner la gestion des crypto-monnaies à la CFTC. Ça a changé pas mal de choses, parce qu'à partir du moment où on considère que la CFTC sera en gestion des cryptos, on peut considérer que à ce moment-là, les crypto-monnaies sont des commodities et non plus des securities, et nous ce qu'on attendra de toute façon, dans tous les cas, c'est ici la clarification du traitement des digital assets, donc c'est-à-dire des crypto-monnaies en général par rapport à la réglementation actuelle, et je pense que ça devrait arriver relativement vite. Est-ce qu'on devra avoir tout de suite un décret par rapport à ce que je vous ai montré avant? Peut-être pas, mais je pense qu'on va avoir suffisamment de nouvelles dès les premiers jours pour avoir certainement une accélération, en tout cas retrouver du vert et retrouver confiance dans le marché, parce que ça se voit beaucoup que la psychologie est très compliquée en ce moment. Beaucoup de personnes ont beaucoup de mal justement à tenir l'opposition ou à renforcer, et ce qui est en même temps normal si on n'a pas l'habitude ou si on n'a pas, encore une fois, vraiment de planification sur se dire, ok, bon, comment je fais pour ce bull run? Je sais que je vais avoir des drawdowns, et donc ça veut dire que je vais avoir des chutes très fortes. Comment je gère ces chutes-là? Et beaucoup de personnes ne sont pas préparées à ça. Bref, on continue dans les nouvelles avec la Cour de justice américaine qui demande à la SEC d'expliquer pourquoi ils ont refusé justement d'avoir une spécification, une clarification des règles pour la crypto-monnaie, et c'est Coinbase qui avait demandé ça à l'époque.
et c'était une grosse bataille. Et justement, Gary Gensler avait refusé de répondre à cette époque-là, et avait interdit aux membres de la SEC de répondre. Là, on risque d'avoir certainement des nouvelles de ce côté-là, et on risque d'avoir beaucoup de dossiers qui vont sortir lorsque Gary Gensler ne sera plus à la SEC, et je pense qu'on va en apprendre des vertes et des pas mûres sur l'implication de l'administration Biden, sur le musellement, clairement, des crypto-monnaies, à cause principalement de FTX, alors il n'y a pas que FTX, mais en l'occurrence à cause de FTX, et je pense que on va vraiment avoir des dossiers qui vont sortir petit à petit. Alors ça va pas être tout de suite, mais durant l'année 2025, 2026, on va avoir pas mal de cadavres qui vont sortir, et je pense que ça va être impressionnant de revenir sur toute cette époque pour bien comprendre la manipulation que l'on a pu vivre, parce que c'est une réalité, on a été manipulé au niveau de la crypto, et pas dans le bon sens. Pourquoi je vous disais que il y a beaucoup de fun en ce moment? Parce qu'on parle beaucoup des 70 000 $, on parle beaucoup du fait que ce serait une bonne entrée pour ceux qui sont retardataires, mais la réalité c'est que, comme ils le disent dans l'article, juste les 90 000 sont déjà une bonne entrée, et que globalement les 70 000, c'est plus une représentation générique du FUD et de la peur actuelle. Oui, il y a un scénario dans lequel on peut redescendre à 75 000, qui serait cohérent par rapport à ce que l'on a déjà vécu, c'est-à-dire des baisses structurelles. Je vais reprendre le graphique pour vous montrer. Hop, c'est-à-dire que, hop, comme on a l'habitude d'avoir un gros drawdown de 30-40%, bah ça sous-entend que si on prend le top et qu'on tire en effet les 30%, globalement on arrive dans les 75 000 qui est le top du bull flag que l'on voit par ce petit trait qui est là, d'accord, où on pourrait aller chercher beaucoup plus bas, en effet, sur les 35, hop, 35-36%, on serait en effet dans les alentours des 70 000 $. C'est pour ça qu'on en parle souvent. Sauf que l'on oublie que le marché a déjà pas mal changé, parce que, on a plus institutionnel, on a plus de fonds, on a plus de liquidités, on a moins de liquidation pure et dure, on a moins actuellement de leviers. Quand on regarde la tête des leviers actuels, à quel moment je me dis qu'on est dans un marché qui est ultra leveragé? C'est-à-dire, je regarde l'open interest, bon bah l'open interest, le margin, il est haut, oui, mais c'est en fait faible, on est globalement aussi haut qu'en mars 2024, qui était moitié moins que ce que l'on avait durant toute la phase de bull run. Donc globalement, on n'est pas leveragé énormément, on a les funny rates qui sont assez bas, donc on a un marché qui a pas besoin de faire autant de purges, et c'est pour ça qu'il faut rentrer vraiment dans le détail, pour voir que, on n'a pas forcément besoin d'aller liquider beaucoup plus, même si on a des petites targets un petit peu plus basses, et ça, on va le voir court terme. Pourquoi court terme? C'est parce que, encore une fois, ça va se jouer maintenant. Je vous avais expliqué les éléments, le fait d'aller chercher plus bas, le fait d'avoir une réaction haussière. Là, on a une très belle réaction haussière, mais est-ce qu'elle est suffisante? Non, pas encore. Pas encore, il manque encore vraiment de la pêche, il manque encore de l'énergie. Pour moi, il faudrait qu'on aille retester les 100K, il faudrait qu'on aille chercher déjà toute la liquidité dans ces zones-là, il faudrait consolider au-dessus de 96, là j'aurai un signal pour me dire ok, là j'ai quelque chose qui me dit que certainement on va aller chercher beaucoup plus haut, et ça va pas être les 103 000, ça va pas être les 108 000, ça va être beaucoup plus haut, donc on repart dans un cycle haussier. L'un dans l'autre, je pense qu'on n'est pas si mal que ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on regarde un petit peu ce qui se passe en daily au niveau de BTC, on voit clairement que là on a, hop, on va grossir un petit peu ce qui est en train de se passer. On voit que sur notamment le RSI, on a la mise en place ici d'une divergence haussière qui est plutôt positive, avec un momentum qui est en train de s'inverser. C'est pas encore suffisant, il faudrait que le momentum et le RSI repassent au-dessus des 50, casse justement sa MMA, pour avoir vraiment un signe puissant et fort de retournement du momentum haussier. Même si on a un cours qui chute et qui continue sa chute, ça ce sera vraiment un gros signal que le momentum est en train de se construire avant d'avoir une explosion. Et quand on regarde court terme, on voit qu'on a besoin d'aller casser les liquidités au-dessus. Si on va pas casser les liquidités au-dessus, ça va être un petit peu compliqué, donc il faut aller chercher les liquidités, il faut aller consolider au-dessus des 96 000. Par contre, si on fait juste un rejet, c'est-à-dire juste une prise de liquidité, on est rejeté, on fait un retest, là, ça veut dire que on va certainement retester les 86 000, d'accord? Donc moi, c'est un peu la target, on fait attention, là, vraiment, tout se joue dans cette zone-là, hein. C'est pas une notion de temporalité, c'est vraiment une notion de zone, hein. À chaque fois, il faut comprendre que l'analyse technique, c'est absolument pas essayer de prédire l'avenir, c'est juste voir les zones dans lesquelles il y a une polarité au niveau de la stratégie. On va avoir des indicateurs sur oui ou non, telle stratégie est invalidée, telle stratégie est validée, et justement, ne pas essayer de prévoir l'avenir, vraiment avoir une réaction du prix, et en fonction de la réaction du prix, comprendre quel est le flux qui est en train
de se mettre en place et accompagner le flux, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse, ou que ce soit dans une latéralisation. Et là, on est retour à la latéralisation, et c'est pour ça que je vous parle vraiment de manipulation, pour aller liquider toute cette partie-là, parce qu'in fine, on est retourné dans cette zone-là. On n'a pas de validation supérieure, on n'a pas vraiment de renforcement baissier, on a juste eu une chasse de la liquidité. Et on est revenu pile poil dans un statu quo. Et donc, on est toujours dans un statu quo qui est plutôt positif parce qu'on a liquidé la partie basse. Donc moi, c'était l'élément qu'il me fallait vraiment pour me dire que on peut aller chercher beaucoup plus haut. Maintenant, j'ai beaucoup moins de frais à me dire qu'on va chercher beaucoup plus haut. Parce qu'on a nettoyé le bas. Alors, est-ce qu'on a nettoyé totalement le bas? On aurait toujours tendance à dire que non, parce que on a toutes les liquidités qui se trouvent là. On a pas mal de liquidités dans les 86 000. Je vous l'ai déjà montré ça, mais hop, on va vous le remontrer. Tac. On voit dans les 85 000, là, on a quand même pas mal de liquidité, mais on est allé chercher cette liquidité-là. La liquidité qui était en attente avec ce lot qui était ici à 91 000, il fallait aller chercher. Toute cette partie-là, on est allé la chercher. Maintenant, on est en train de construire de la liquidité au-dessus. On le voit bien, là, les 96 000, toujours niveau très important, je vous l'ai dit. Et on pourrait même aller chercher, pourquoi pas les 100 000. Là, on aurait vraiment un signal fort de se dire, ok, je vais refaire un test des 100 000. On voit ce qui se passe, hein. Est-ce que je vais échouer? Si j'échoue les 100 000, c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai une continuité baissière qui arrivera, mais en l'occurrence, on aura peut-être des targets baissières qui seront beaucoup moins basses que ce que l'on a déjà connu. Donc là, on pourra avoir un redépart haussier, ce qui serait plutôt positif, surtout qu'on a eu un mouvement de réaction haussière, alors qu'on a eu une sortie de capitaux de 284 millions de dollars qui sont sortis. Ok, malgré ça, on a tenu les niveaux, malgré ça, on continue toujours à travailler le cours. Quand on regarde ce qui se passe, on va se remettre en 4 heures, histoire d'avoir une bonne vision, mais ce qui se passe, c'est qu'on a ravalé une grosse partie du mur d'ordre qui était là, et on est en train d'aller chercher au-dessus des 95 000, bon, c'est ok, mais on voit qu'on travaille le cours. Je pense que, voilà, il n'y a pas forcément de gros murs d'ordre, hein. Si vous regardez au-dessus, il n'y a pas vraiment de limitation à aller chercher beaucoup plus haut. La première limitation est plus dans les 100 000 $, plutôt classique, hein, on revend les 100 000 $, mais même le volume, il n'est pas énorme. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de gros blocage à une accélération haussière, alors que là, on a vraiment une zone, un coussin de chute dans lequel les personnes achètent fortement, en fait, ces zones-là. Donc pour moi, ça reste tout à fait cohérent par rapport au scénario qu'on a pu avoir. Donc globalement, si vous devez retenir 96 000, on consolide au-dessus, c'est plutôt positif, on va chercher les 100 000. 100 000, il faut casser vraiment les 100 000 et aller casser justement ce top-là. On casse ce top-là, globalement, ça veut dire qu'on va aller chercher beaucoup plus haut. D'accord? Ça, ici, des 102 000 des bananes, de 102 500, c'est le niveau clé pour se dire qu'on est dans une inversion de structure. Donc on a fait un lot là, le high qui a entraîné le plus bas, il est ici, et donc on casse cette zone-là, ça sous-entend que là on va consolider, on va repartir, et donc là on aura vraiment une phase d'accélération haussière. Et voire même, on peut aller beaucoup plus bas, c'est-à-dire que on casse ici, donc les 102 500, on va retester, pourquoi pas, les 98 000, et on réaccélère, on va retester les 100 000, et on repart. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, on a vraiment en fait un switch de structure, et on repart. Encore une fois, prenez un maximum de recul. Je vous rappelle que là on est juste dans une phase de temporalité, de retracement, on prend le top, on prend là où on est dans les alentours de 27 jours. Ok, alors ça je vais pas reprendre cette zone là parce que là vous allez me tuer, mais globalement on a 290 jours. Mais si on regarde ne serait-ce que le lancement de l'ETS spot BTC, qui était aussi relativement long, entre guillemets, dans lequel on a eu un drawdown qui a été assez efficace, on regarde, on a eu 26-27 jours avant d'avoir l'explosion, d'accord? Vraiment le plus bas a été fait en 11 jours, après on a une forme de consolidation, 27 jours. Donc c'est à vous de gérer votre psychologie par rapport à ce qui se passe. Je sais que c'est compliqué, et c'est pour ça qu'il faut impérativement avoir, soit une communauté avec qui vous pouvez discuter, parce que c'est super important. Être tout seul en crypto, c'est vraiment très compliqué. Et deuxièmement, il faut avoir impérativement une stratégie, une gestion du risque, savoir comment vous allez gérer ce type de situation, parce qu'il va encore en avoir ce type de situation. Je sais que c'est compliqué sur les altcoins, beaucoup plus que sur BTC, mais c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne gestion du risque aussi de ce côté-là. Il y a eu plein d'opportunités, il faut juste savoir comment gérer vos positions et comment pouvoir avoir une bonne stratégie de sortie. Ça c'est vraiment le plus important. Si ça vous intéresse, en commentaire en description, je rappelle qu'il y a toujours ce guide 100% gratuit qui vous attend pour réussir votre bull run. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.